Quand les seaux tombèrent, elle ne perçut tout d'abord qu'un choc métallique sonore par-dessus la musique, puis elle se sentit submergée par une masse liquide et gluante. D'instinct, elle ferma les yeux. Elle entendit à côté d'elle une sorte de grognement, et dans cette partie de son esprit, si récemment réveillée, elle sentit une douleur brève. « Tommy !» La musique s'arrêta brusquement dans une confusion de notes discordantes, quelques éclats de voix les accompagnant comme des cordes rompues dans ce laps de temps infinitésimal entre l'événement et son appréhension angoissée. Elle entendit très distinctement quelqu'un dire « Mon Dieu, c'est du sang !» L'instant d'après, comme pour confirmer cette déclaration, en appuyer l'évidence, un hurlement s'éleva. Carrie, immobile, les yeux fermés, sentit les sombres nuées de la terreur lui envahir l'esprit. Maman avait eu raison, après tout. Il l'avait bernée une fois de plus, l'avait ridiculisée, avait fait d'elle leur souffre-douleur. Elle aurait pu trouver monotone le retour de cette abomination, mais non. Il l'avait fait monter sur cette estrade, devant toute l'école, et ils avaient répété la scène de la salle de douche, seulement la voix avait prononcé « Mon Dieu, c'est du sang », des mots trop effroyables à l'oreille. Si elle ouvrait les yeux et que c'était vrai, qu'arriverait-il, qu'arriverait-il? Un rire monta, isolé, un ricanement de hyène apeurée, et elle ouvrit effectivement les yeux pour voir qui c'était, et c'était vrai, cet ultime cauchemar était réel, elle était rouge de sang, ruisselante. Il l'avait inondée, étalant devant tout le monde le honteux secret du sang. « Mais j'en suis couverte !» Et dans son horreur et son humiliation, ses pensées même prenaient une coloration sanglante. Elle sentait sur elle cette odeur infecte, cuivrée et écœurante. Dans un tourbillon kaléidoscopique d'images, elle vit le sang coulant le long de ses cuisses nues, entendit le crépitement de l'eau sur le carrelage des douches, ressentit le choc mou des tampons et des serviettes hygiéniques sur sa peau, tandis que des voix l'exhortaient à y mettre un bouchon. Elle touchait le fond extrême de l'horreur. Finalement, il lui avait administré la douche qu'il voulait lui donner. Une seconde voix se joignit à la première, puis une troisième, un gloussement aigu de fille, une quatrième, une cinquième, une sixième, une douzaine, tous et toutes s'étaient mis à rire. Vic Mounet s'esclaffait, elle le voyait très bien, son visage était comme pétrifié, mais il n'en riait pas moins pour autant. Assise sur son trône, elle ne bougeait pas, laissait le bruit la submerger comme un ressac. Ils étaient encore tous beaux et une atmosphère magique flottait encore dans la salle, mais elle avait traversé une frontière, et maintenant le conte de fées avait pris les teintes glauques de la corruption et du mal. Dans ce monde-là, elle allait mordre dans une pomme empoisonnée, serait attaquée par les gnomes et les esprits malfaisants, dévorée par les tigres. Il continuait à se moquer d'elle. Et soudain, le voile se déchira. Elle comprenait jusqu'à quel point elle avait été atrocement trahie, et un cri immense, inaudible, « Ils me regardent tous !» s'enfla au fond de sa gorge. Elle se dissimula le visage des mains et se leva de son trône chancelante. Sa seule idée était de courir, de se sauver, d'échapper à la lumière, de se laisser engloutir par l'obscurité. Mais c'était pour elle comme d'essayer de courir dans une nappe de mélasse. En son esprit, le temps ne fonctionnait plus qu'au ralenti. Il semblait que Dieu eût fait passer le rythme de l'action de 78 tours à 33. Mais les rires paraissaient plus graves, réduits à un sinistre roulement de basse. Elle trébucha et faillit tomber à bas de la scène. De justesse, elle se rattrapa, se pencha et sauta sur le sol. Les rires fusèrent de plus belle, grinçant les uns contre les autres comme des pierres. Elle ne voulait pas voir, mais voyait malgré elle. Les lumières étaient trop brillantes, et elle distinguait tous leurs visages. Leurs bouches, leurs dents, leurs yeux. Elle voyait ses propres mains souillées de sang devant son visage. Miss Desjardins accourait vers elle, et le visage de Miss Desjardins suait la compassion. Carrie voyait sur cette expression la véritable Miss Desjardins qui gloussait de rire avec une sorte de rance jubilation de vieille fille. La bouche de Miss Desjardins s'ouvrit et sa voix s'éleva, horrible, lente et profonde. « Ma pauvre petite, c'est affreux. Venez que je vous... » Et elle frappa. « Décolle !» Et Miss Desjardins, projetée de côté, alla heurter un montant latéral de la scène et s'affala inerte sur le sol. Carrie se mit à courir. Elle courait au milieu de tous les autres. Elle tenait toujours les mains sur son visage, mais voyait à travers la prison de ses doigts, voyait comme ils étaient beaux, baignés d'une lumière brillante, nimbés de la certitude glorieuse des élus avec leurs souliers luisants, les visages clairs, les coiffures savantes, les robes scintillantes. Il s'écartait sur son passage, comme si elle était pestiférée, mais continuait à rire. Puis un pied se tendit perfidement en travers de son chemin. Et oui, maintenant il fallait cela en plus. Et elle s'abattit sur les mains et les genoux et se mit à ramper le long du plancher, avec ses cheveux poissés de sang pendant devant ses yeux, à ramper comme saint Paul aveuglé par la lumière sur la route de Damas.
D'un instant à l'autre, quelqu'un lui décrocherait un coup de pied dans le derrière. Mais personne n'eut ce geste, et elle se remit péniblement sur ses pieds. Alors les événements se précipitèrent. Elle franchit le seuil de la porte, traversa le hall en flèche, dévala l'escalier qu'elle et Tommy avaient gravi si majestueusement 2 heures plus tôt. Tommy est mort, le prix est payé, pleinement payé, pour avoir introduit la peste dans ce lieu de lumière. Elle sauta les marches à grands bonds maladroits, poursuivie par l'écho des rires qui battaient des ailes autour d'elle comme des oiseaux noirs. Ensuite, la nuit. Elle fila à travers la grande pelouse devant l'école, perdit ses 2 escarpins et continua pieds nus. Le gazon tout frais tondu était comme du velours légèrement imprégné de rosée, et les rires ne l'atteignaient plus. Elle commença à se calmer un peu. Puis elle trébucha encore une fois et tomba de tout son long près du mât du drapeau. La respiration saccadée, elle resta un moment sans bouger, son visage enflammé enfoui dans l'herbe fraîche. Les larmes de la honte se mirent à couler de ses yeux, aussi brûlantes et torrentielles qu'avait été pour elle le premier flux menstruel. Il l'avait abattue, démolie à jamais. C'était fini. Bientôt elle allait se relever, puis elle rentrerait chez elle, par les petites rues, en restant dans l'ombre, au cas où quelqu'un serait à sa recherche. Elle irait retrouver maman, reconnaître qu'elle avait eu tort. Non! Ce qu'il y avait en elle d'acier, et d'acier bien trempé, se révolta soudain et cria le mot avec force. Le placard, les prières lugubres sans fin, les tracts, la croix, et seul l'oiseau mécanique du coucou pour marquer l'écoulement des heures, des journées et des années jusqu'à la fin de sa vie. Brusquement, comme si un écran vidéo s'était animé dans sa tête, elle vit Miss Desjardins courant vers elle, la vie projetée de côté comme une poupée de chiffon, tandis qu'elle braquait contre elle ses forces cérébrales, sans même en avoir conscience. Elle se laissa rouler sur le dos, fixant les étoiles au-dessus d'elle, les yeux dilatés dans son visage maculé. Elle oubliait le pouvoir. Il était temps de leur faire une démonstration, temps de leur donner une leçon. Elle eut un bref rire hystérique. C'était une des formules favorites de maman. Maman rentrant à la maison, posant son sac, et dans l'éclat de ses lunettes déclarant « Je crois que je lui ai donné une bonne leçon à ce malappris dans sa boutique ». Il y avait le système d'arrosage. Elle pouvait le mettre en marche sans difficulté. À nouveau, elle gloussa de rire et, pieds nus, revint vers les portes du hall. Déclencher les arroseuses et boucler toutes les portes. Regarder à l'intérieur et qu'il la voie de l'autre côté du panneau en train de rire, pendant que les trompes d'eau dévasteraient leurs toilettes, leurs coiffures, leurs souliers fins. Elle regrettait seulement que ce ne puisse être du sang. Le hall était vide. Elle s'arrêta à mi-hauteur des marches et... décolle! Les portes se verrouillèrent sous la force de l'influx qu'elle concentrait dessus, tandis que claquaient les fermetures pneumatiques. Elle entendit quelques cris qui résonnèrent à son oreille comme une suave musique. Pendant un bref instant, rien ne changea, puis elle les devina qui se pressaient contre les portes, tentant de les ouvrir. Mais ils escrimaient en vain, ils étaient pris au piège. Au piège? Et le mot se répercuta, fait des nœuds dans sa tête. Ils étaient à sa merci, en son pouvoir. Pouvoir, quelle notion grisante. Elle acheva de monter les marches, jeta un coup d'œil à l'intérieur. George Dawson, plaqué contre le panneau vitré, poussait, luttait, s'arc-boutait, les traits convulsés par l'effort. Les autres avaient l'air de poissons dans un aquarium. Elle leva les yeux. Oui, les conduites du système d'arrosage étaient bien là, avec leurs minuscules orifices comme des pâquerettes de métal. Les tuyaux passaient par des trous ménagés dans le mur de briques peints en vert. Il y en avait des quantités à l'intérieur, elle s'en souvenait. Question de règlement en cas d'incendie ou quelque chose dans ce genre. Incendie. Subitement surgirent à son esprit, comme d'épais serpents noirs, ces câbles électriques qui circulaient partout sur la scène. Ils étaient invisibles du public, cachés par la rampe lumineuse, mais elle avait dû les enjamber avec soin pour aller jusqu'au trône. Tommy lui avait même tenu le bras. Le feu et l'eau. Elle se concentra et mentalement palpa les conduites, en suivit le tracé. Froide, remplie d'eau, elle eut un goût de fer dans la bouche, un goût de métal humide et froid, le goût de l'eau qu'on boit à la sortie d'une lance d'arrosage. Décolle! Pendant un instant, rien ne se produisit, puis ils commencèrent à reculer, à s'écarter des portes en regardant autour d'eux. Elle s'approcha de l'étroite vitre oblongue découpée dans la porte centrale et examina l'intérieur de la salle. Il pleuvait dans le gymnase. Un sourire se dessina sur les lèvres de Carrie. Elle n'avait pas déclenché tous les appareils, quelques-uns seulement. Elle s'aperçut qu'en suivant des yeux le réseau des conduites, elle arrivait plus aisément à les mettre en marche. Mais ce n'était pas encore assez. Elle n'entendait personne crier, ce n'était donc pas suffisant. Leur faire mal, leur faire mal. Il y avait un garçon sur la scène près de Tommy qui faisait des grands gestes en criant. Elle le vit descendre et se précipiter vers les instruments de l'orchestre. Il saisit un des micros par la tige et parut se cabrer brusquement.
Puis il se mit à exécuter sur une place une sorte de danse presque immobile, comme un pantin. Ses pieds tressautaient dans l'eau, ses cheveux se dressaient tout droit sur sa tête, et sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Il était comique à voir, et Carrie commença à rire. Tiens donc, pourquoi ne pas les rendre tous aussi comiques? Et dans un élan soudain, aveugle, elle fit appel à tout le pouvoir qu'elle pouvait détenir. Plusieurs lampes s'éteignirent, il y eut quelque part un éclair éblouissant à l'instant même où l'un des câbles électriques s'abattait dans une mare d'eau. Elle ressentit dans sa tête comme une série de commotions, tandis que les disjoncteurs entraient vainement en action. Le garçon qui tenait le micro tomba sur l'un des amplis et il y eut une explosion d'étincelles rougeâtres, puis la banderole de papier crêpe qui décorait la scène prit feu. Juste au-dessous des trônes, un câble électrique de 220 volts crachait des étincelles sur le sol, et tout à côté, Rhonda Simard exécutait une sorte de gigue frénétique dans sa robe de tulle vert. Brusquement, sa longue jupe s'embrasa et elle s'abattit en avant, tout en continuant à se trémousser. C'est peut-être à ce moment que Carrie bascula dans la déraison. Appuyée contre la porte, elle avait le cœur qui battait follement, et le corps aussi froid qu'un bloc de glace. Son visage était livide, mais 2 plaques de fièvre lui empourpraient les joues. Des coups sourds lui résonnaient dans la tête et elle perdit tout contrôle de sa pensée. D'une démarche chancelante, elle s'éloigna des portes en les gardant fermées, sans calcul ni but précis. À l'intérieur, le feu s'intensifiait et elle se rendit vaguement compte que la fresque avait dû s'enflammer. Elle s'affaissa sur la marche supérieure et s'accroupit la tête sur les genoux, s'efforçant de ralentir sa respiration. De nouveau, il tentait de franchir les portes, mais elle n'avait aucune peine à les maintenir closes. Obscurément, elle sentit que certains parvenaient à s'échapper par les issues de secours, mais elle les laissa faire. Elle les rattraperait plus tard, elle les aurait tous, jusqu'au dernier. Lentement, elle descendit les marches et sortit du bâtiment, maintenant toujours fermées les portes du gymnase. C'était facile, il lui suffisait de les garder présentes à l'esprit. La sirène retentit tout à coup, et elle se mit à hurler, le visage enfoui au creux des mains. La sirène, ce n'est que la sirène pour les incendies. Son œil mental perdit de vue les portes du gymnase, et plusieurs personnes réussirent presque à sortir. Non, non, pas de quartier. Elle les referma brutalement, coinçant la main d'un des prisonniers. C'était peut-être bien Dale Norbert, entre l'un des battants et lui sectionnant même un doigt. Elle se remit en marche, titubant à travers la pelouse, épouvantail aux yeux dilatés, en direction de Main Street. Sur sa droite, dans le centre-ville, se trouvait le Grand Bazar, le comptoir Kelly, l'institut de beauté et le coiffeur, les stations-service, les pompiers. Ils vont éteindre le feu? Mais non, ils ne l'éteindraient pas. Une sorte de ricanement lui échappa, où se mêlaient la folie, le triomphe et la terreur. Elle s'approcha de la première borne à incendie et tenta de dévisser l'énorme boulon à pan latéral. C'était pénible, très pénible. La lourde pièce de métal bloquée lui résistait. Elle accentua son effort et sentit le boulon céder, ensuite l'autre côté, enfin le dessus. Puis elle les dévissa tous les 3 à la fois, et ils sautèrent en un clin d'œil. L'eau gicla à la verticale et de part et d'autre de la borne, projetant l'un des boulons, qui passa en sifflant devant elle, rebondit sur l'asphalte et disparut en vrombissant. L'eau jaillissant à torrent dessinait dans la nuit une croix blanche et bouillonnante. Le sourire aux lèvres, titubante, le cœur battant à 100 pulsations par minute, elle se dirigea vers Grass Plaza. Elle ne se rendait pas compte qu'elle essuyait ses mains ensanglantées sur sa robe tout en riant, ni qu'elle sentait tout au fond d'elle-même s'approcher sa ruine définitive. Car elle comptait bien les entraîner avec elle, jusqu'au dernier, et tout détruire par le feu jusqu'à ce que la puanteur de la ville calcinée imprégnât tout le pays. Elle fit sauter la bouche d'incendie de Grass Plaza et descendit vers la station-service à Moco de Teddy. C'était le premier poste à essence auquel elle s'attaquait, mais non le dernier. Extrait de la déposition sous serment du shérif Otis Doyle, enregistré par la commission d'enquête du Maine. Shérif, où étiez-vous durant la soirée du 27 mai? Je me trouvais sur la route 179, connue sous le nom de vieille route de Benton, pour les constats d'un accident de voiture. Cet accident s'était produit en fait au-delà des limites de Chamberlain, dans la juridiction de Durham, mais je secondais Mel Grager, qui est commissaire de Durham. Quand avez-vous été prévenu du sinistre qui avait éclaté à l'école d'Ewen? J'ai reçu un message radio de l'agent Jacob Plessy à 10h21. Et quelle était la teneur de ce message? L'agent Plessy m'a annoncé qu'il se passait quelque chose d'anormal à l'école, mais il ne savait pas si c'était sérieux ou non. Beaucoup de gens criaient, m'a-t-il dit, et quelqu'un avait déclenché des avertisseurs d'incendie. Il a ajouté qu'il se rendait sur les lieux pour se rendre compte de la nature des incidents. Vous a-t-il dit que l'école était en feu? Non, monsieur.
Lui avez-vous demandé de vous transmettre son rapport? Oui, certainement. Et l'agent Plessis vous a-t-il fait ce rapport? Non, il a été tué peu après dans l'explosion de la station Amoco, à l'angle de Main et Summer. À quelle heure avez-vous reçu le message radio suivant concernant Chamberlain? À 10h42. J'étais en route pour Chamberlain avec un suspect à l'arrière de ma voiture, un chauffeur en état d'ivresse. Comme je l'ai déjà dit, l'affaire relevait de la responsabilité de Mel Gregor, mais il n'y avait pas de prison à Durham. Quand je suis arrivé à Chamberlain, il ne restait plus grand-chose de la nôtre. Quelle communication avez-vous reçue à 10h42? J'ai reçu un appel de la police d'État qui avait été alerté par les pompiers de Motton. Le dispatcher de la police d'État a précisé qu'il y avait un incendie et apparemment un début d'émeute à l'école d'Ewen et qu'il y avait dû s'y produire une explosion. Personne n'était encore sûr de rien à ce moment-là. Souvenez-vous, tout s'est passé dans un laps de temps de 40 minutes. Oui, nous le comprenons parfaitement, shérif. Qu'est-il arrivé ensuite? Eh bien, je suis revenu à Chamberlain avec mon gyrophare et ma sirène en action. J'essayais de joindre Jake Plessis, mais sans résultat. C'est alors que j'ai reçu un appel de Tom Killan, affolé, qui m'a dit que toute la ville était en feu et qu'il n'y avait pas une goutte d'eau. Savez-vous quelle heure il était? Oui, monsieur. J'avais commencé à consigner la succession des faits. Il était 10h58. Killan a déclaré que la station Amoco avait explosé à 11h. Faisons la moyenne, monsieur. Disons qu'il était 10h59. À quelle heure êtes-vous arrivé à Chamberlain? À 11h10. Et quelle a été votre première impression en entrant dans Chamberlain, shérif Doyle? Oh, j'étais abasourdi. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Et qu'avez-vous vu exactement? Toute la moitié de nord de la ville, avec le quartier des affaires, était en feu. La station Amoco avait disparu. Les magasins Walworth n'étaient plus qu'un brasier. L'incendie s'était propagé aux 3 boutiques de bois qui lui faisaient suite, le bar-grill Rom Duffy, le comptoir Kelly et l'académie de billard. La chaleur était terrifiante. Des gerbes d'étincelles volaient au-dessus des toits de l'agence immobilière Maitland et des stands de vente automobiles de Doug Bram. J'ai vu arriver plusieurs voitures de pompiers, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Toutes les bornes d'incendie le long de la rue avaient sauté. Il n'y a guère que 2 vieilles autopompes de Westover, montées par des volontaires, qui ont pu intervenir. Et encore, ils arrivaient tout juste à arroser les toits des bâtiments avoisinants. Et naturellement, le collège, il était tout simplement volatilisé. Bien sûr, la construction est assez isolée. Le feu ne pouvait se communiquer à rien aux environs. Mais, mon Dieu, tous ces jeunes enfermés à l'intérieur, tous ces jeunes. Avez-vous rencontré Susan Snell en entrant dans la ville? Oui, monsieur. Elle m'a fait signe d'arrêter. Quelle heure était-il? À l'instant où j'arrivais, 11h12 au plus. Et que vous a-t-elle dit? Elle était sans dessus-dessous. Elle venait d'avoir un accident de voiture sans gravité, un dérapage, et tenait des propos incohérents. Elle m'a demandé si Tommy était mort. Je lui ai demandé qui était Tommy, mais elle ne m'a pas répondu. Elle m'a seulement demandé si nous avions arrêté Carrie. La commission s'intéresse tout particulièrement à cette partie de votre déposition, shérif Doyle. Oui, monsieur, je sais. Quelle a été votre réponse à cette question? Eh bien, il n'existait à ma connaissance qu'une Carrie en ville, la fille de Margaret White. Je lui ai demandé si Carrie avait quelque chose à voir avec ces incendies. Miss Snell m'a déclaré que c'était Carrie qui avait mis le feu. Voilà ses propres mots. C'est elle qui l'a fait, c'est elle qui l'a fait. Elle l'a répété 2 fois. Vous a-t-elle dit autre chose? Oui, monsieur. Elle a ajouté « Ils ont fait souffrir Carrie pour la dernière fois ». Shérif, êtes-vous sûr qu'elle n'a pas dit « Nous avons fait souffrir Carrie pour la dernière fois » Non, j'en suis tout à fait certain. Vous êtes formel, à 100%. Monsieur, la ville brûlait tout autour de nous. Avait-elle bu? Je vous demande pardon? Avait-elle bu? Vous venez de dire qu'elle avait eu un accident de voiture. Je crois avoir dit un accident sans gravité consécutif à un dérapage. Et vous ne pouvez pas affirmer avec certitude qu'elle n'avait pas dit « nous » au lieu de « il ». Peut-être l'a-t-elle dit, mais... Qu'a fait alors Miss Snell? Elle s'est mise à sangloter, je l'ai giflée. Pourquoi avez-vous fait cela? Elle paraissait prise d'hystérie. Et s'est-elle calmée? Oui, monsieur, elle s'est calmée et a retrouvé assez vite son sang-froid, surtout si l'on songe que son ami venait vraisemblablement de mourir. L'avez-vous questionnée? Eh bien, pas comme on questionne un criminel, si c'est cela que vous voulez dire. Je lui ai demandé si elle savait quelque chose sur ce qui s'était passé. Elle m'a répété ce qu'elle m'avait déjà dit, mais de façon moins hystérique.
Je lui ai demandé où elle se trouvait quand le drame s'est déclenché, et elle m'a répondu qu'elle était chez elle. L'avez-vous interrogée depuis? Non, monsieur. Elle ne vous a rien dit d'autre? Si, monsieur. Elle m'a supplié de retrouver Carrie White. Et quelle a été votre réaction? Je lui ai conseillé de rentrer chez elle. Merci, shérif Doyle. Vic Mooney surgit de l'ombre près du parking de l'immeuble de la Banker Trust avec un sourire figé sur le visage, un large sourire grimaçant, le sourire du chat de Cheshire flottant dans l'obscurité rougeoyante, comme le vestige d'un moment de démence. Ses cheveux soigneusement plaqués pour son rôle de présentateur se dressaient, englués et hirsutes. Des gouttelettes de sang lui ponctuaient le front. Au cours de sa fuite éperdue, il était tombé sans même s'en apercevoir. Un œil tuméfié et violet, il heurta la voiture du shérif Doyle, rebondit contre la carrosserie comme une boule de billard et considéra à l'intérieur du véhicule l'ivrogne qui somnolait sur la banquette arrière. Puis il se tourna vers Doyle qui venait d'en terminer avec Susnell. L'incendie projetait alentour de mouvants reflets lumineux, revêtant toute chose d'une teinte sinistre de sang séché. Comme Doyle se détournait, Vic Mooney l'étreignit. Il l'étreignit comme un cutéreux énamouré aurait pu étreindre sa cavalière pour danser la polka. Il étreignit Doyle des deux bras et le serra tout en roulant des yeux, le même rictus crispé sur les lèvres. « Vic, commença Doyle. « Elle a arraché tous les fils électriques, dit Vic, la voix cassée. Elle a arraché tous les fils et tout inondé. Et ensuite, bzz, bzz. Hé, Vic, on ne peut pas les laisser comme ça. Oh non, 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 c'est pas possible. Carrie a arraché tous les fils. Rhonda Simard a brûlé. Oh non. » Doyle lui administra 2 gifles, sa paume calleuse claquant avec un bruit mat sur le visage du jeune garçon. Son cri s'interrompit avec une soudaineté brutale, mais son rire grimaçant n'en fut en rien modifié. C'était une vision paradoxale, effrayante. « Qu'est-ce qui est arrivé » demanda Doyle durement. « Qu'est-ce qui est arrivé à l'école ?»« Carrie, » murmura Vic. « Carrie est arrivée à l'école. Elle... » Il laissa sa phrase en suspens et baissa les yeux vers le sol. Doyle lui expédia 3 sèches bourrades. Les dents de Vic faisaient un bruit de castagnette. « Alors, cette Carrie ?»« La reine de la soirée, » marmonna Vic. « Ils ont renversé du sang sur elle et sur Tommy. »« Quoi ?» Il était 11h15. La station Citgo de Tony, dans Summer Street, explosa avec une sorte d'énorme rugissement. La rue s'illumina avec une telle violence qu'ils reculèrent contre la voiture de police en se couvrant les yeux de la main. Un immense champignon d'essence enflammée s'épanouit au-dessus des ormes du parc, empourprant l'étang des canards et le terrain d'entraînement de baseball. Dans les ronflements et les crépitements du feu, Doyle perçut les bruits d'éclats de verre, de débris de ciment qui retombaient au sol. Une deuxième explosion retentit qui leur fit rentrer la tête dans les épaules. Doyle ne parvenait pas à concevoir, dans ma ville, tout cela arrive dans ma propre ville, l'ampleur du désastre qui s'abattait sur Chamberlain. Chamberlain, nom de Dieu, où il buvait du thé glacé sur la galerie de la maison de sa mère, où il arbitrait les matchs de basket et faisait sa dernière ronde automobile sur la route numéro 6, au-delà du Cavalier, avant de rentrer se coucher à 2h30 du matin, sa ville ravagée par l'incendie. Tom Killan sortit du poste de police et courut jusqu'à la voiture de Doyle. La chevelure en bataille, il portait une salopette vert olive sur un maillot de corps et s'était trompé de pied en chaussant ses mocassins. Mais Doyle songeait qu'il n'avait jamais été aussi heureux de retrouver un être vivant en face de lui. Tom Killan représentait Chamberlain tout autant qu'un autre, et il était là, intact. « Sacré bon Dieu !» dit-il haletant. « Tu as vu ça ?»« Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» s'enquit Doyle d'un ton bref. « Ah, j'étais à l'écoute de la radio, » répondit Killan. « Motton et Westover voulaient savoir s'il fallait envoyer des ambulances, et j'ai répondu, bon sang, oui, envoyez tout ce que vous pouvez, des corbillards aussi. J'ai bien fait, non ?»« Oui, » approuva Doyle en se passant les mains dans les cheveux. « Tu as vu Harry Block ?» Block était à la municipalité le responsable des services publics, dont la distribution d'eau faisait partie. « Non, mais le chef des Gannes dit qu'ils ont de l'eau dans leur vieux quartier de Rennett au bout de la ville. Ils sont en train de brancher les tuyaux. J'ai mobilisé une escouade de jeunes et ils installent une infirmerie au commissariat. Ce sont des braves types, mais ils vont mettre du sang sur ton plancher, Otis. » Otis Doyle se sentit envahi d'une impression d'irréalité. Cette conversation ne pouvait pas se dérouler à Chamberlain, c'était impossible. « Ça va bien, Tommy, tu as fait ce qu'il fallait. Retourne là-bas et appelle tous les médecins que tu trouveras dans l'annuaire téléphonique. Moi, je vais à Summer Street. »« D'accord, Otis. Si tu vois cette cinglée, ouvre l'œil. »« Qui ça ?» Doyle élevait rarement la voix, mais cette fois, il poussa un coup de gueule. Tom Killan eut un mouvement de recul. « Carrie White !»« Qui ? Mais comment sais-tu ça ?»
Killan battit des paupières. J'en sais rien, ça m'est venu comme ça. Extrait d'un téléx de la Associated Press, 11h46. Chamberlain, Maine. Un sinistre d'une tragique ampleur a frappé la ville de Chamberlain, Maine, cette nuit. Un incendie qui s'est déclaré au collège d'Ewen pendant un bal de l'établissement s'est produit jusqu'au centre de la ville et à la suite d'une série d'explosions qui ont entraîné l'anéantissement d'une grande partie de ce quartier. On signale qu'une zone résidentielle à l'ouest de la ville est également en feu. Toutefois, c'est avant tout la situation au collège d'Ewen qui cause les plus graves inquiétudes. On craint qu'un grand nombre des étudiants qui assistaient au bal de printemps soient restés prisonniers des flammes. Selon l'un des responsables de la lutte contre l'incendie, le nombre des morts atteindrait 67, pour la plupart des élèves de l'établissement. Questionné sur le nombre des victimes de la catastrophe, le même responsable a répondu « Nous n'en savons rien, nous préférons nous abstenir de faire des estimations. Nous craignons que le tribut ne soit plus lourd que celui du Coconut Grove. » Selon le dernier rapport, 3 foyers d'incendie impossibles à maîtriser font rage dans la ville. L'éventualité d'une origine criminelle n'a pas reçu confirmation. Il n'y eut pas d'autre rapport de l'Associated Press, en provenance de Chamberlain. À minuit 6, une conduite de gaz sur Jackson Avenue fut éventrée. À minuit 17, le chauffeur d'une ambulance de Mouton qui roulait vers Summer Street jeta un mégot par la portière. L'explosion détruisit d'un seul coup près de la moitié d'un pâté de maison, y compris les bureaux du Clarion, le journal de Chamberlain. À minuit 18, Chamberlain était entièrement coupé du reste du pays, endormi. À minuit 10, 7 minutes avant l'explosion de la conduite de gaz, le central téléphonique enregistra une autre calamité plus bénigne. Le blocage total de tous les circuits qui fonctionnaient encore. Les 3 standardistes de service, débordés, restèrent à leur poste, mais sans pouvoir rien faire. Elle travaillait avec des visages marqués par l'horreur et l'épuisement, s'efforçant en vain d'établir, de transmettre des appels intransmissibles. Et c'est ainsi que Chamberlain se répandit dans la rue. Ils surgirent en troupes serrées, comme une armée d'ombres sortie du cimetière situé à l'intersection de Bleak Heath Road et de la route numéro 6. Ils arrivèrent en pyjama, en bigoudi. Mrs. Dawson, mère de ce garçon aujourd'hui décédé, qui avait été un si joyeux drille, avait le visage empâté d'un masque de beauté, semblant prête pour un numéro de clown. Ils venaient tous pour voir ce qui était arrivé à leur ville, pour voir si vraiment elle gisait, rasée par le feu, blessée à mort. Beaucoup vinrent aussi pour mourir. Ils se pressaient dans Carlin Street, comme une marée, avançant vers le centre de la ville à la lueur du halo sanglant qui éclairait le ciel, lorsque Carrie sortit de l'église congrégationaliste où elle était entrée pour prier. Elle n'en avait pas franchi le porche que 5 minutes plus tôt, après avoir ouvert la conduite de gaz. Ça avait été très facile, dès qu'elle se l'était imaginé courant sous la chaussée, oui, cela s'était fait tout seul. Mais elle avait l'impression d'y être restée des heures. Elle avait prié longuement, avec ferveur, tantôt à haute voix, tantôt en silence. Son cœur cognait douloureusement dans sa poitrine, les veines saillaient à son cou et sur son visage. Elle avait l'esprit heurté par l'idée obsédante de son pouvoir et par la menace d'un abîme. Elle avait prié devant l'autel, agenouillée dans sa robe trempée, déchirée et ensanglantée. Sa respiration était rauque, entrecoupée, et les gémissements, les grognements qui s'échappaient de sa gorge emplissaient l'église, tandis qu'elle irradiait son énergie psychique. Les prie-dieux tombaient, les livres de cantiques voltigeaient, et un plateau de communion en argent fila sans bruit sous la haute voûte sombre pour aller s'écraser contre le mur du fond. Elle priait et ne recevait pas de réponse. Personne n'était là. Ou s'il y avait quelqu'un, ce quelqu'un ou ce quelque chose restait sourd à ses prières. Dieu s'était détourné d'elle, et pourquoi pas? Après tout, il était autant qu'elle responsable de ces horreurs. Elle sortit de l'église, elle en sortit pour rentrer chez elle, retrouver sa maman et achever son œuvre de destruction. Sur la dernière marche du perron, elle s'arrêta et considéra la foule qui se pressait en direction du centre de la ville. Un troupeau de bêtes, qu'il brûle donc, que les rues s'emplissent de la puanteur de l'Holocauste, que ce lieu devienne Raqqa, Ichabod, Absinthe. Décolle. Et au sommet des pylônes électriques s'épanouirent des fleurs d'étincelles pourpres aux reflets nacrés, crachant le feu comme des girandoles. Les câbles à haute tension s'abattirent sur la chaussée dans un inextricable enchevêtrement. Des gens se mirent à courir et ce fut la panique générale, car maintenant la rue entière était jonchée de câbles, et dans l'air nocturne monta la puanteur des chairs qui commençaient à brûler. Des hurlements retentirent, un reflux se produisait dans la foule, plusieurs personnes touchèrent les câbles et furent prises de soubresauts hystériques. Déjà certains gisaient dans la rue, leur robe de chambre ou leur pyjama en train de se consumer.
Carrie se détourna et regarda fixement l'église qu'elle venait de quitter. La lourde porte se referma brutalement, comme sous l'effet d'un ouragan. Carrie se mit en marche pour rentrer chez elle. Extrait de la déposition sous serment de Mrs. Cora Simard, enregistrée devant la commission d'enquête de l'État. Mrs. Simard, nous avons appris que vous aviez perdu votre fille dans l'incendie de l'école d'Ewen, et nous tenons à vous faire part de nos plus sincères condoléances. Nous nous efforçons d'écourter au maximum cette épreuve. Merci. Si je le peux, je ne demande qu'à vous aider, bien entendu. Vous trouviez-vous dans Carlin Street vers minuit 12, lorsque Carrietta White est sortie de l'église congrégationaliste située dans cette même rue? Oui. Pour quelle raison étiez-vous dans cette rue? Mon mari devait se rendre à Boston pour affaires pendant le week-end, et Rhonda était au bal de printemps. Je me trouvais donc seul chez moi, et je regardais la télé en attendant ma fille. Tout à coup j'ai entendu la sirène d'alarme de la ville, et je n'ai pas fait de rapport avec le bal, bien sûr. Mais il y a eu l'explosion, et je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé d'appeler la police, mais après les 3 premiers chiffres, j'ai entendu le signal occupé. Prenez votre temps, Madame Simard, tout le temps qu'il vous faudra. Oui, je commençais à m'affoler. Il y a eu une deuxième explosion. C'était la station Amoco de Teddy, je le sais maintenant. Et j'ai décidé de descendre en ville pour voir ce qui se passait. Une lueur énorme a illuminé le ciel. C'est alors que Mrs. Shears a frappé à ma porte. Mrs. Georgette Shears? Oui, ils habitent près de chez nous, au 217 Willow Street. La rue donne sur Carlin Street. Elle tapait à la porte en criant « Cora, tu es là? Tu es là ?» Je suis allé ouvrir. Elle était en pantoufles et en peignoir. Elle a dit qu'ils avaient appelé Westover pour leur demander s'ils savaient quelque chose, et on leur a répondu que l'école était en feu. J'ai dit « Oh mon Dieu !» et Rhonda qui est au bal. Est-ce alors que vous avez décidé de descendre en ville avec Madame Shears? Nous avons rien décidé. Nous sommes partis comme ça. J'ai mis des pantoufles, celles de Rhonda, je crois bien. Elles avaient des petits pompons blancs. J'aurais dû mettre des chaussures, mais j'avais la tête à l'envers. Je crois que ça ne va guère mieux maintenant. Qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de mes chaussures? Racontez-nous les faits, comme vous l'entendez, Madame Simard. Mais merci. J'ai donné à Mrs. Shears une vieille veste qui se trouvait là, et nous sommes partis. Y avait-il beaucoup de monde dans Carlin Street? Je ne sais pas, j'étais trop bouleversé. Peut-être une 30aine de personnes, peut-être plus. Et qu'est-il arrivé? Georgette et moi marchions vers Main Street en nous tenant par la main comme 2 petites filles dans le noir. Georgette claquait des dents, je m'en souviens. Je voulais lui demander d'arrêter, mais j'ai pensé que je pourrais la blesser. À 50 mètres de l'église congrégationaliste, j'ai vu la porte s'ouvrir et je me suis dit « Quelqu'un est entré là pour demander secours à Dieu. » Mais une seconde après, j'ai compris que je me trompais. Comment vous en êtes-vous rendu compte? Votre première supposition semblait logique. Ça m'est venu comme ça, simplement. Connaissiez-vous la personne qui sortait de l'église? Oui, c'était Carrie White. Aviez-vous déjà vu Carrie White? Non, ce n'était pas une des amies de ma fille. Aviez-vous vu des photos de Carrie White? Non. De toute façon, il faisait nuit et vous étiez à 50 mètres de l'église. Oui, monsieur. Mrs. Simard, comment avez-vous su que c'était Carrie White? Je le savais, c'est tout. Cette certitude, Mrs. Simard, était-ce comme une évidence qui s'imposait à vous? Non, monsieur. Alors, quelle est votre explication? Je ne peux pas vous le dire. Ça s'est effacé comme un rêve. 1 heure après s'être levé, on se souvient seulement qu'on a fait un rêve. On a oublié de quoi on rêvait, mais je le savais. Avez-vous ressenti une émotion liée à cette conviction? Oh oui, l'horreur. Et qu'avez-vous fait? Je me suis tourné vers Georgette et j'ai dit « La voilà !» Georgette a répondu « Oui, c'est elle. » Elle a voulu ajouter quelque chose, puis toute la rue s'est illuminée d'une lueur énorme. Nous avons entendu des espèces de craquements, puis les lignes électriques ont commencé à tomber dans la rue en lançant des gerbes d'étincelles. L'une a touché un homme devant nous et il s'est enflammé comme une torche. Un autre s'est mis à courir, il a marché sur un fil et son corps s'est arqué, comme s'il avait eu un dos en caoutchouc, et il est tombé. Il y en avait d'autres qui hurlaient, qui couraient comme des fous, et les lignes électriques continuaient à se décrocher. Elles se tordaient par terre comme des serpents, et elle, Carrie, elle était heureuse, heureuse. On sentait qu'elle était heureuse. Je savais qu'il ne fallait surtout pas perdre mon sang-froid. Tous ceux qui couraient se faisaient électrocuter. Georgette m'a dit « Vite, Cora. Oh, mon Dieu, je ne veux pas brûler vive. » Je lui ai dit
Arrête, il faut se servir de nos cervelles, sinon on n'en aura plus jamais l'occasion. Enfin, une bêtise de ce genre. Mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle m'a lâché la main et s'est mise à courir vers le trottoir. Je lui ai crié de s'arrêter. Il y avait un de ces gros câbles conducteurs coupés juste devant nous. Elle ne m'écoutait plus, et elle... Oh, j'ai senti l'odeur quand elle a commencé à brûler. La fumée paraissait monter de ses vêtements, et je me suis dit, voilà ce qui doit se passer quand on électrocute quelqu'un. L'odeur était douceâtre, comme du porc grillé. Vous avez déjà senti cette odeur-là? Quelquefois, elle me poursuit dans mes rêves. Je ne bougeais pas, je regardais Georgette Shears, ce qui devenait toute noire. Il y a eu une grosse explosion vers le West End, la conduite de gaz sans doute, mais je m'en suis à peine aperçu. J'ai regardé autour de moi, j'étais toute seule. Tous les autres s'étaient ou bien sauvés ou avaient brûlé. J'ai vu peut-être 6 cadavres. Ils ressemblaient à des tas de vieux chiffons. L'un des câbles était tombé sur le porche d'une maison à ma gauche et elle avait pris feu. J'entendais craquer les vieux bardeaux de bois comme des grains de maïs grillés. J'ai dû rester là un long moment à me répéter qu'il ne fallait pas s'affoler. En tout cas, ça m'a paru des heures. Et puis j'ai eu peur de m'évanouir et de tomber sur un des câbles, ou d'être prise de panique et de me mettre à courir aussi. Je suis alors parti en marchant, à pas compter. Il faisait de plus en plus clair dans la rue avec la maison qui brûlait. J'ai enjambé 2 fils électriques, j'ai contourné un corps dont il ne restait qu'une espèce de flaque noire. Il fallait que je regarde bien où j'allais. Il y avait une alliance à la main du mort, mais elle était noire elle aussi. Mon Dieu, je me suis dit, oh mon Dieu. Je suis passé par-dessus un autre câble et puis j'en ai vu 3 devant moi en même temps. Je suis resté là à les regarder. Je n'osais pas sauter. Savez-vous à quoi j'ai pensé? À la marelle, au grand pas qu'il fallait faire en jouant. Je me suis dit, Cora, lance-toi, fais un grand pas par-dessus les fils. Mais est-ce que je pouvais le faire? Il y en avait un qui crachait encore des étincelles et les 2 autres ne bougeaient pas. Mais on ne pouvait pas savoir. J'ai attendu que quelqu'un vienne, mais il n'y avait personne. La maison brûlait toujours et les flammes avaient gagné sur le jardin, les arbres et la haie. Mais aucune voiture de pompiers n'était en vue, bien sûr. Tout le quartier ouest était en feu à ce moment-là. Et je me sentais si faible. Enfin, j'ai compris que c'était ou le grand pas ou l'évanouissement. Alors je me suis décidé. Le talon de ma pantoufle s'est posé à 2 ou 3 centimètres du dernier fil. Après, je me suis redressé, j'ai encore évité un câble coupé et je me suis mis à courir. Et c'est tout ce que je me rappelle. Au matin, je me suis retrouvé couché sur une couverture au poste de police avec un tas d'autres gens. Quelques-uns, pas beaucoup, étaient des petits jeunes en tenue de bal, et je leur ai demandé s'ils avaient vu Rhonda. Et ils ont dit... Êtes-vous personnellement sûr que Carrie soit la responsable de cette catastrophe? Oh oui. Merci, Madame Simard. Pourrais-je poser une question, s'il vous plaît? Oui, je vous écoute. Que va-t-il se passer s'il y en a d'autres comme elle? Que va devenir le monde? Extrait de L'ombre dissipée, page 151. À 1h moins le quart du matin, le 28 mai, la situation était devenue critique à Chamberlain. L'école avait entièrement brûlé, à l'écart d'autres habitations, mais tout le centre de la ville était en feu. Toutes les réserves d'eau de la ville dans ce quartier étaient épuisées, mais il en restait assez, sous pression réduite, dans les conduites de Degan Street pour permettre de protéger le quartier commercial au-delà du croisement de Main Street et Oak. L'explosion de la station Citgo de Tony, en haut de Summer Street, avait causé l'extension d'un incendie formidable qui ne devait être maîtrisé que vers 10 heures du matin le même jour. Il y avait de l'eau dans Summer Street, mais ni pompiers ni aucun matériel d'incendie pour l'utiliser. Des voitures étaient en route venant de Lewiston, Auburn, Lisbonne et Brunswick, mais les premières n'arrivèrent qu'à 1h du matin. Dans Carlin Street, un foyer d'incendie provoqué par la chute des câbles électriques dans la rue prenait régulièrement de l'extension. Il allait ravager en entier le côté nord de la rue, y compris le bungalow où Margaret avait donné naissance à sa fille. Dans les quartiers du West End, juste au-dessous de ce qui est généralement désigné du nom de Brickyard Hill, le pire désastre s'était produit. L'explosion d'une conduite de gaz déchaînant un terrible incendie que l'on ne maîtriserait que le lendemain. Et si nous examinons sur un plan de la ville les divers points dévastés, voire page ci-contre, nous pouvons y suivre le chemin parcouru par Carrie, un itinéraire sinueux et compliqué de destruction, mais avec une destination apparemment bien précise, sa maison. Quelque chose tomba dans le salon, et Margaret Waite se redressa vivement, la tête penchée, tendant l'oreille. Le couteau de boucher brillait d'un éclat atténué à la lueur de l'incendie. Il n'y avait plus de courant depuis un moment, et la seule lumière dans la maison venait de l'extérieur. L'une des gravures se décrocha du mur et heurta le sol avec un choc sourd. Le coucou tombait à son tour.
L'oiseau mécanique émit un couinement étranglé et ne bougea plus. Dans la ville, la plainte des sirènes montait sans fin, mais elle perçut pourtant les pas qui remontaient l'allée de la maison. La porte s'ouvrit en grand, les pas approchaient dans le couloir. Elle entendit les carreaux de plâtre dans le salon. « Seigneur, voici l'hôte invisible. Que ferait donc Jésus? L'heure est proche. Si le jugement était pour ce soir, serais-tu prête ?» Éclatés les uns après les autres comme des pigeons d'argile dans un tir forain. « Oh, je suis allé là-bas et j'ai vu ces putains se trémousser sur les planches. » Assise sur son tabouret, elle avait l'air de l'écolière modèle qui tient la tête de la classe, mais son regard avait une expression démente. Les fenêtres du salon s'ouvrirent brusquement vers l'intérieur. La porte de la cuisine claqua et Carrie entra dans la pièce. Son corps paraissait déformé, racorni, et évoquait la silhouette d'une sorcière. De sa robe de bal, il ne restait que des lambeaux souillés, et le sang de porc s'était caillé et desséché sur sa peau. Une tache de cambouis lui étoilait le front, ses deux genoux étaient écorchés et saignants. « Maman » chuchota-t-elle. Ses yeux brillaient d'un éclat presque surnaturel, avec l'éclat fixe de ceux d'un oiseau de proie, mais sa bouche tremblait. Un témoin de la scène eût été frappé de la ressemblance entre les deux femmes. Margaret White était assise sur son tabouret, le couteau à découper caché dans les plis de sa robe. « J'aurais dû me tuer quand il est entré en moi, dit-elle à voix haute. Après la première fois, avant notre mariage, il m'avait promis, jamais plus. Il m'a dit que nous avions fait un faux pas. Je l'ai cru. Je suis tombé et j'ai perdu le bébé. C'était le jugement de Dieu. Pour moi, le péché avait été expié dans le sang. Mais le péché est inexpiable. Le péché est inexpiable. » Ses yeux étincelaient. « Maman, Au début, tout allait bien. Nous vivions hors du péché. Nous dormions dans le même lit, ventre à ventre quelquefois. Je sentais la présence du serpent, mais nous n'avons jamais... Jusqu'à... » Un sourire effrayant lui étira les lèvres. « Et cette nuit-là, j'ai vu qu'il me regardait de cette façon. Nous nous sommes agenouillés pour prier, solliciter la force de ne pas céder à la tentation. Et il m'a touché. À cet endroit des femmes. Et je l'ai envoyé marcher dehors. Il est parti pendant des heures et j'ai prié pour lui. Je le voyais en esprit le long des rues nocturnes, luttant avec le démon comme Jacob luttait avec l'ange du Seigneur. Et quand il est revenu, mon cœur était plein de reconnaissance. » Elle s'arrêta, son sourire rigide figé sur les lèvres dans l'ombre de la pièce. « Maman, je ne veux pas entendre ça. » Des assiettes se mirent à exploser dans le buffet. À son entrée seulement, j'ai senti son haleine chargée de whisky. Et il m'a prise, avec cette odeur infecte d'alcool sur lui, il m'a prise. Et j'ai aimé ça. Elle hurla les derniers mots vers le plafond. J'ai aimé ça. Oh, cette fornication infâme et ces mains qui me touchaient partout. Maman! Elle tressauta comme sous l'effet d'une gifle et regarda sa fille en battant des paupières. J'ai failli me tuer, reprit-elle d'une voix plus calme. Mais Ralph a pleuré et a parlé de se racheter, alors je ne l'ai pas fait, puis il est mort, et j'ai pensé que le Seigneur m'avait frappé du cancer, qu'il faisait de mes parties féminines une chose noire et décomposée comme mon âme pécheresse. Mais cela aurait été trop facile, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'en aperçois aujourd'hui. Quand j'ai ressenti les douleurs, j'ai pris un couteau, ce couteau, elle le tendit à bout de bras, et j'ai attendu ta venue pour pouvoir faire mon sacrifice. Mais j'étais faible et j'ai reculé. J'ai repris ce couteau quand tu avais 3 ans, et encore une fois j'ai reculé. Et maintenant le démon a pénétré dans la maison. Elle brandit le couteau et son regard se riva sur la courbe luisante de la lame. Carrie, avec lenteur, avança d'un pas. « Je suis venu pour te tuer, maman. Et toi, tu m'attendais pour me tuer. Maman, Ce n'est pas juste, maman. Ce n'est pas... » « Prions, dit maman d'une voix douce. Elle ne quittait pas Carrie des yeux, et une sorte de compassion farouche se lisait dans son regard. Les lueurs de l'incendie s'étaient avivées et dansaient sur les murs telles des ombres des derviches tourneurs. « Pour la dernière fois, prions. »« Oh, maman, aide-moi » s'écria Carrie. Elle s'abattit sur les genoux, tête baissée, les mains levées en un geste de supplication. Maman se pencha, et le couteau décrivit un arc de cercle étincelant. Carrie, devinant peut-être la menace, se rejeta vivement en arrière, et le couteau, au lieu de s'enfoncer dans son dos, lui pénétra dans l'épaule jusqu'à la garde. Maman trébucha dans les pieds de sa chaise et s'affala sur son séant. Elles se dévisagèrent en silence. Le sang commençait à couler autour du manche du couteau et gouttait sur le sol. Puis Carrie dit à mi-voix « Je vais te faire un cadeau, maman. » Margaret White essaya de se relever, vacilla et retomba sur ses mains et les genoux.
Qu'est-ce que tu fais dit-elle d'une voix rauque. Je regarde ton cœur, maman, répondit Carrie. C'est plus facile quand on voit les choses en esprit. Ton cœur est un gros muscle rouge. Le mien va plus vite quand je me sers de mon pouvoir, mais le tien maintenant va plus lentement. Un peu plus lentement. Margaret tenta encore une fois de se relever, n'y parvint pas et braqua les doigts vers sa fille en faisant le signe du mauvais œil. Un peu plus lentement, maman. Sais-tu que c'est mon présent, maman? Ce que tu as toujours désiré, la nuit, et ce que Dieu peut y faire vivre. Margaret White se mit à murmurer. Notre Père, qui est aux cieux. Plus lentement, maman, plus lentement. Que ton nom soit sanctifié. Je vois le sang qui reflue dans tes veines, plus lentement. Que ton règne vienne. Tes pieds et tes mains sont comme du marbre, comme de l'albâtre, blanc. Que ta volonté soit faite. Ma volonté, maman, plus lentement. Sur la terre, plus lentement, comme. Elle s'écroula en avant, les mains agitées de frémissement. Comme au ciel. Carrie chuchota. Arrêt total. Elle baissa les yeux sur elle-même et unit faiblement ses deux mains autour du manche du couteau. Oh, ça fait mal, ça fait trop mal. Elle voulut se relever, n'y parvint pas, puis se redressa en se cramponnant au tabouret de maman. Une nausée l'envahit, elle se sentit défaillir. Au fond de sa gorge lui venait le goût du sang chaud et douceâtre. Une fumée âcre, suffocante, commençait à entrer par les fenêtres. Les flammes avaient atteint la maison voisine. Les étincelles devaient éclairer le toit que les pierres avaient si brutalement défoncé des siècles plus tôt. Carrie gagna la porte du fond, s'avança en chancelant sur la pelouse, atteignit un arbre. « Où est ma maman ?» S'y adossa. Elle avait encore quelque chose à faire, quelque chose... Les parkings routiers. À propos de l'ange avec son épée, l'épée de feu. Tant pis, elle s'en souviendrait plus tard. Elle traversa les arrière-cours jusqu'à Willow Street, puis se traîna jusqu'à l'accotement de la route 6. Il était 1h15 du matin.